Kompass bringt fremde Kulturen ins Rüebliland. Kompass, jetzt auf Kanal K. Fenêtre sur l'Afrique, avec Sylvain Amos et son équipe, Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagno. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K. Hallo zusammen, Sie sind live in der Sendung Fenster auf Afrika, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Ich bin Sylvain Amos am Mikrofon. Viel Spaß auf Radio Kanal K. Bonsoir Lomé, bonsoir Kinshasa, Abidjan, Accra, Cotonou, Bamako, Conakry, N'Djamena, amis panafricanistes, bienvenue et merci de votre fidélité sur Radio Canal K dans son programme Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, dans cette deuxième partie de cette édition, consacrée donc à la Journée mondiale de la liberté de presse, célébrée le 3 mai dernier, dans tout le monde entier. Exclusivement dans l'édition de ce soir, nous parlerons des conditions dans lesquelles travaillent les journalistes togolais qui subissent très souvent des harcèlements et sont également victimes des brutalités policières. Nous aurons comme invité deux journalistes que nous accueillerons dans un instant dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci également à Michel Pouléo pour la supervision de cette émission. Eh bien, vous qui allez nous suivre en rediffusion dimanche sur Légende FM à Lomé au Togo et sur la VRA, la voix de la résistance africaine basée en Allemagne, merci également de votre fidélité. Dans un instant, notre éditorial. Le climat sociopolitique au Togo est dégradant et suite aux plusieurs événements malheureux, dont l'incendie des marchés au Togo, le peuple togolais attendait avec impatience un discours du chef de l'État. Et finalement, à la veille de la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance du Togo, le chef de l'État togolais, Faure Essoufzi Gnassingbé, s'est adressé à la nation dans un discours de 25 minutes. Quelques jours plus tard, Fenêtre sur l'Afrique a échangé sur les pages sociaux avec des Togolais de la diaspora, tout comme ceux et celles restés au pays concernant le discours du président de la République. Il en ressort de notre discussion que Faure a fait un discours creux. Certains ont même dit Faure a parlé, mais n'a rien dit sur la vraie réalité du problème togolais. Eh bien, s'il faut le dire, que l'homme qui s'adresse peu à son peuple et qui est resté même silencieux pendant les événements malheureux des incendies des marchés de Lomé et de Kara était vivement attendu par les concitoyens. Mais lors de son discours, force est de reconnaître que le jeune président Faure a déçu sur tous les plans et a démontré qu'il est loin de la réalité de son pays. Que ce soit sur la question des incendies des marchés, de la grogne sociale ou encore de l'indépendance de la justice, socle de la démocratie, l'homme a vraiment déçu. Chers amis fidèles auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, nous sommes restés sur notre soif comme beaucoup de Togolais après ce discours du chef de l'État togolais. Nous voulons décrypter ensemble avec vous ce soir quelques axes du discours de Faure Gnassingbé. Abordant les questions sur les incendies des marchés au Togo, le jeune président affirmait, je cite, « Rien ne peut justifier les incendies criminels qui ont dévasté les marchés de Lomé et Kara. Aucun combat de quelque nature que soit ne peut justifier de tels égarements. » Fin de citation. Malheureusement, la manière
et le déroulement de l'enquête sur les incendies des marchés nous permet d'émettre des doutes sur la bonne foi du président, car son silence de plus de 3 mois après les incendies ne met pas le concitoyen togolais à l'aise pour lui permettre de croire que ce jeune président est soucieux de son peuple. Les faits sont assez graves pour que l'on puisse se complaire dans un mutisme qui n'a fait que trop durer. Et bien par ailleurs, et eu égard à son attitude et surtout ce long silence après les incendies prouve à suffisance que Faure Gnassingbé fait l'apologie de l'indépendance de la justice pour la manifestation de la vérité. Il s'agit plutôt de sa vérité à lui et de son gouvernement. Car comment peut-on comprendre qu'au lendemain des incendies, l'opposition, et notamment des responsables du collectif Sauvons le Togo, soit directement mise en cause, arrêtée, malmenée et inculpée pendant que l'on n'a pas encore commandité une enquête indépendante? Il y a lieu de préciser ici que M. Gérard Adja et autres personnes sont toujours maintenus en détention. Les experts français ont remis officiellement au gouvernement togolais il y a près d'un mois le rapport sur les incendies des marchés. Mais jusqu'à ce jour, ce rapport n'est encore pas publié dans les journaux pour éclairer et situer les citoyens togolais qui attendent une vérité sur cette affaire d'incendie des marchés. Chose curieuse et inquiétante, selon des informations, les résultats de l'enquête précisent une forte présence de kérosène dans les lieux de marché de Lomé. Du kérosène, dit l'enquête, mais où trouve-t-on ce liquide très inflammable et qui a le droit de s'en procurer? Cette grande préoccupation, nous osons la soumettre encore une fois au président Faure Gnassingbé et son gouvernement. Le jeune président doit avoir le courage de démettre les juges en charge du dossier et d'en commettre d'autres s'il tient à l'indépendance de la justice. Par ailleurs, il est notable de reconnaître que les Togolais pourront oui ou un non font recours à la justice de la CEDEAO car le droit n'est souvent plus dit dans ce pays, le Togo. Et le chef de l'État le sait bien et ne peut tromper adversaire. Pendant que 2 regroupements de l'opposition, notamment le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel, appellent au dialogue avant toute élection, le chef de l'État, dans son discours à la nation, puisse continuer sa fuite en avant. S'il est sincère dans son désir de dialogue, alors pourquoi ne saisit-il pas la balle au bond pour un apaisement social? Par ailleurs, parlant des médecins, le chef suprême des armées affirmait toujours dans son discours, je cite encore, « Les professionnels médicaux occupent une place de choix dans nos sociétés. Celles et ceux qui ont le privilège de les exercer ont entre leurs mains des vies humaines. Parce que la vie humaine n'a pas de prix, affirme-t-il. Le personnel soignant mérite d'exercer sa charge dans un cadre valorisant et dans les meilleures conditions de travail. Mais en retour, le citoyen est en droit d'attendre des médecins et des responsables un minimum de compassion et de solidarité face à la souffrance humaine. Malheureusement, il lui revient que le sens de l'accueil, l'écoute attentive, qui sont la base fondamentale de la profession soignante, font malheureusement défaut dans nos centres hospitaliers. Ceci même comparé à des mouroirs. Fin de citation. Eh bien, après ces propos, nous osons encore dire, Monsieur le Président, vous avez raison de soulever ces manquements au sein du personnel soignant. Et malin soit celui qui peut affirmer le contraire. Pour une fois, Monsieur le Président, vous touchez du doigt la vérité. Mais posez-vous la question, le CHU Sylvanus Olympio a-t-il les moyens de soigner les malades? Nous pensons que non. Et ce sont les médecins qui le disent et qui réclamaient il y a quelques mois, au cours d'une grève, des meilleures conditions de travail. Nos hôpitaux n'ont même pas de scanner. Le médecin pourra-t-il faire des miracles? Mais vous-même, pendant 8 ans d'exercice de ce pouvoir,
et 38 ans pour votre père Feuilladema Nyansingbe. Est-il un sujet de gloire pour vous et votre équipe d'aller se faire soigner à l'étranger? Certes, les questions sont assez longues. Vous nous répondez peut-être assez jamais, mais reconnaissez au moins votre échec et remettez-vous au travail au lieu de vouloir vous dédoubler dans des discours creux qui frisent la provocation. Ce pays appartient à tous les Togolais de l'étranger, tout comme ceux restés sur le territoire togolais. Et nul n'a le droit de le conduire à la dérive, y compris même l'opposition, qui a impérativement le droit de s'organiser pour une alternance politique en 2005. Le peuple togolais a également l'impérieux devoir de ne pas tomber dans le jeu des politiques avides de pouvoir et nourris d'intérêts personnels. Merci de votre fidélité dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K et Légende FM à Lomé au Togo, ainsi que sur la VRA, la voix de la résistance africaine basée en Allemagne. C'est le pouvoir en place qui l'a dit et l'opposition l'a repris. Même pipe, même tabac. Malentendu politique hier. Malentendu politique hier. Intérêt personnel déguisé engendre les soulèvements. Vite répliqué. Vite répliqué. Ceux qui sont au pouvoir s'y accrochent. Et on essaie pourquoi. Même si autour de tout s'écroule. Ils prétendent aimer ce peuple. Ils prétendent aimer ce peuple. Malentendu politique hier. Malentendu politique hier. Intérêt personnel déguisé engendre les soulèvements. Vite répliqué. Vite répliqué. Ceux qui sont au pouvoir s'y accrochent. Et on essaie pourquoi. Même si autour de tout s'écroule. Ils prétendent aimer ce peuple. Ils prétendent aimer ce peuple. Au nom du peuple chanté par Djad Fosis, un jeune artiste togolais qui évolue actuellement en Allemagne. Merci de votre fidélité sur Radio Canal K dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Le Togovie.com, Afripressa, TogoActualité.com, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. La journaliste Fabi Kouassi, qui fait partie de notre équipe rédactionnelle correspondante permanente de Fenêtre sur l'Afrique au Togo, vient de remporter le prix Reporters sans frontières de la Deutsche Welle dans le cadre de la 9e édition internationale Best of the Blog. La nouvelle était tombée à notre rédaction mardi passé. Nous adressons toute notre félicitation à notre consoeur Fabi Kouassi, qui fait non seulement notre fierté, mais celle de tout le Togo et de l'Afrique. Eh bien, quant aux autres qui se font jazzer sur des sites internet, nous disons tout simplement que le nationalisme les manque et que la consoeur fait la fierté de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest. Alors Fabi Kouassi, bravo, et nous l'accueillons tout de suite depuis Lomé pour une réflexion sur la tendance de Soudou 21 ans après. Fabi Kouassi, bonsoir. Sylvain Amos, bonsoir aux auditeurs et mille merci aux milliers d'internautes qui m'ont aidé à remporter ce prix, qui est le prix de tout le Togo, de toute l'Afrique, comme vous venez à l'instant de le dire. Allez-y pour votre réflexion sur l'attendant de Soudou 21 ans après, Fabi Kouassi.
Hommage au digne Togolais tombé en ce 5 mai 92, ce traquenard du régime togolais de feu Gnassingbé Eyadema qui a planifié cet attentat. Un crime odieux consigné les forces armées togolaises contre le convoi d'un certain Gilchrist Olympio. C'est avec la fameuse commission Vérité, Justice et Réconciliation de Monseigneur Bariga et de M. Faure Gnassingbé. Comme il fallait s'y attendre, les dieux du Togo, les forces armées sont montés au créneau pour nier tout en bloc et pointer du doigt les fameux éléments incontrôlés. Un vocable qui sied à souhait aux forces armées togolaises qui n'ont aucun profil d'une armée républicaine. De plus, il y a le rapport de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, la FIDH, qui pointait clairement du doigt l'armée togolaise comme responsable de cette agression, notamment les capitaines Ernest Gnassingbé et le colonel Lariba. Pour rappel, la FIDH a pris soin de dénoncer en ce temps le fils du dictateur auteur de cette agression en ces termes. La liberté d'action laissée à ce capitaine de l'armée togolaise qui lui permet de se livrer à un activisme incompatible avec son statut militaire. L'attentat de Soudour, nous le savions, selon plusieurs rapports d'enquête internationale, a fait plusieurs victimes, dont le docteur Marc Atidépé, Moussa Mamatouré, Ouro Achampazakari, Sama Tchachibo Alaza. Comble de l'histoire, la principale victime de cet attentat, Gilchrist Olympio, se retrouve aujourd'hui avec le plan même qui a planifié de l'éliminer physiquement. Comment expliquer cette incohérence, ce non-sens de la part d'un homme qui plus est le fils du père de l'indépendance et de la nation togolaise, Sylvanus Olympio. Gilchrist Olympio, pour qui des compatriotes ont donné leur vie, notamment le docteur Marc Atidépé, qui, selon les récits, a préféré s'offrir un bouclier humain au cours de cet attentat pour que lui, Gilchrist, ait la vie sauve. Aucune explication ne peut tenir face à une telle trahison. Tenter aujourd'hui de comparer Gilchrist Olympio à Nelson Mandela, comme le soutiennent ses lieutenants qui sont allés tout comme lui à la mangeoire, ne répond à aucune logique. Nelson Mandela, à ce qu'on sache, n'a pas trahi ses compagnons de lutte, encore moins le vaillant peuple sud-africain en est la lutte contre l'apartheid pour qui il a coupé 27 années en prison. C'est d'un cynisme inégalé que de laisser mourir délibérément des Togolais, de les tromper pendant des décennies et de se targuer d'être un grand homme de la trempe de Mandela, tout simplement parce qu'on a pris des balles pour se retrouver des années après avec les vautours qui ont fait feu de tout bois pour vous ôter la vie. D'eût été la providence que ce Gilchrist a sans doute réussi à tromper aussi, il ne serait plus de ce monde. Que serait devenu le peuple sud-africain si au sortir de prison, Nelson Mandela s'est accoquiné avec ses oppresseurs? Gilchrist Olympio aurait dû mourir ce 5 mai 92 et ce ne serait pas une grande perte à darder une jeune femme togolaise, pas plus tard que le dimanche dernier, 21 jour pour jour, après ce douloureux événement. Une réaction qui fait quand même sursauter, mais qui devrait faire comprendre à M. Olympio ce qu'il représente aujourd'hui dans la présence collective des filles et fils de ce pays. Du dégoût, du mépris, un sentiment de vengeance pour avoir délibérément sacrifié de pauvres Togolais et retardé la lutte de tout un peuple pour plus de dignité et de justice sur l'autel d'ambition cupides et sordides. Le Togo reste coutumier et champion toute catégorie des carnages, attentats, génocides et autres crimes contre l'humanité, avec la complicité et le silence scandaleux des maîtres du monde, notamment les institutions internationales et l'Organisation des Nations Unies, qui ont choisi de se taire sur les pires atrocités que subissent les Togolais depuis près d'un demi-siècle. Aux Togolais de cerner les vrais enjeux et de prendre la direction de la lutte pour s'affranchir définitivement de la dictature sans merci. Gnassingbé. Fabi Kouassi, merci pour cette réflexion sur l'attentat de Soudour, 21 après. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même studio, sur Radio Canal K. Bonsoir chez vous depuis Lomé. Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos. Le micro de Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos sur Radio Canal K.
L'année 2012, un peu comme les années précédentes, a été très tumultueuse pour la presse privée togolaise en matière de libre exercice de la profession. À plusieurs reprises, les journalistes et autres professionnels des médias ont été victimes de multiples agressions de la part des forces de sécurité. Les auteurs de la panoplie d'agressions ont été, dans certains cas, formellement identifiés, mais sont restés jusqu'à ce jour impunis. Eh bien, ceci est un paragraphe de l'introduction du mémorandum de la synchronie des journalistes sur les agressions des journalistes au Togo. Ce mémorandum a été publié le 30 avril dernier. Fredo Atipo, Noël Kokou Tadegnon, Justin Anani, Silvio Kombe Kombete, Jean-Globe Egbeboa Amavi, Yolande Lovi Collé, Lawson Bonero, Augustin Amega, Jérôme Sossou, pour ne citer que cela, sont des journalistes ou encore des reporters photographes togolais qui subissent quotidiennement des intimidations, des agressions brutales policières, des harcèlements, voire même des tentatives d'assassinat. Eh bien, selon des informations, ces agressions ont repris de force au cours de cette année 2013 et bien sûr avec en plus des menaces, intimidations à l'encontre des journalistes jugés critiques vis-à-vis du pouvoir en place. Mais il est également à rappeler que certains journalistes des médias publics ne sont pas également épargnés. Et malgré de multiples preuves de ces agressions sur les journalistes togolais, fait curieux, un journaliste écrivait il y a quelques jours sur un journal en ligne dont beaucoup de Togolais qualifient de proche du pouvoir, je cite, « Dire que les journalistes au Togo sont systématiquement victimes de brutalité policière et de répression est un vilain mensonge. » La plupart des journaux privés sont violemment hostiles au pouvoir, mais paraissent sans aucune contrainte. Fin de citation. Eh bien, pour comprendre le calvaire du journaliste togolais dans l'accomplissement de son travail, deux confrères nous attendent en ligne depuis Lomé. Nous allons les accueillir dans un moment. Jean-Globe Egbeboa Amavi, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accompagner depuis Lomé. Vous êtes secrétaire du syndicat des agents de l'information, technicien et journaliste des organes publics CEJOP. Également notre confrère Idelphonse Akpaki, qui est le directeur du journal La Gazette du Golfe, également correspondant du site d'information MO5 depuis Lomé. Bonsoir Idelphonse Akpaki. Bonsoir, cher confrère. Alors, la toute première question, je la soumets directement à Idelphonse Akpaki, directeur du journal La Gazette du Golfe. Alors, depuis l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir en 2005, on a quand même noté un minimum de liberté d'expression, contrairement au règne du père Eyadema Gnassingbé. Mais en même temps, force est de constater que beaucoup de journalistes critiques à l'endroit du pouvoir actuels sont victimes d'intimidation, de menaces, de mort. Alors, comment expliquez-vous cela, Idelphonse Akpaki? Oui, comme vous venez de le relater, moi je dirais qu'il y a un semblant de liberté dans l'exercice de la profession du journalisme dans notre pays. Mais ce que nous remarquons à notre niveau journaliste indépendant, c'est que lorsque nous nous mettons à dénoncer certaines dérives du pouvoir, tous ceux qui le font sont l'objet maintenant d'attaques, d'agressions, quelquefois même de tentatives d'assassinat. J'en ai pour preuve l'exemple de mon confrère Fredo Atipo, reporter d'image, qui a été agressé la dernière fois par 2 véhicules le vendredi 2 mars 2012. Alors, nous nous disons que dans ces genres de conditions, nous ne pouvons pas abdiquer, puisque les journalistes que nous sommes là au niveau du peuple pour dénoncer ce qui ne va pas. Nous sommes là pour sensibiliser, nous sommes là pour donner l'information. Alors, notre pays va mal, il va très mal, et nous voulons que le Togo soit dirigé autrement, comme les autres pays qui sont des pays voisins du Togo, qui se développent et qui évoluent. C'est tout ce que nous disons. Et si cela doit être perçu mal par les pouvoirs publics,
nous ne pouvons pas abdiquer parce que c'est une mission que nous nous sommes assignés. Voilà un peu ce que je peux vous dire par Justement. rapport à oui. Juste, on va relancer également le doyen Young Love Ekbebo Amavi. Vous, personnellement, vous étiez blessé à la mandibule lors d'une manifestation des journalistes qui réclamaient le retrait de la loi organique donnant plein pouvoir à la HAC, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, et qui peut censurer des médias en cas de dérive grave. Alors vous êtes également un ancien présentateur du journal sportif à la télévision togolaise. Un mot quand même sur les menaces de désagression brutale que subissent au quotidien les journalistes togolais. Vous savez, les menaces, les intimidations, les agressions contre les journalistes togolais ne datent pas d'aujourd'hui. Au temps fort même du pouvoir unique, du parti unique, où le pouvoir avait pratiquement la même mise sur les médias dits d'État qui existaient à l'époque, les journalistes, malgré qu'ils soient des fonctionnaires, malgré qu'ils soient plus ou moins acquis à tout ce que le pouvoir prônait comme politique, n'empêche cela que les journalistes quand même faisaient peur et étaient menacés. Pour preuve, vous savez, à l'époque du parti unique, c'est des mises à pied d'1 an, de 6 mois, de 3 mois qui pleuvaient. Donc c'est avec un certain soulagement que nous avons accueilli le processus de démocratisation du Togo dans les années 90. Et de lutte en lutte, en 2004, nous avons réussi quand même à avoir un code de la presse que nous enviaient même les pays d'à côté, puisque nous avons réussi à faire disqualifier le délit de presse. Donc il n'y avait plus nous avions la dépénalisation des délits de presse. Mais malheureusement, il s'est fait on se rend compte que de plus en plus, en 2009 déjà, il y a eu une tentative de récupération de cette liberté de presse. Et ça s'est renforcé en 2013 avec cette loi organique qui renforçait les prérogatives de la HAC. Et bien entendu, les organisations des médias qui sont très attachés à la liberté de la presse, qui veulent une presse togolaise libre et plurielle, se sont donc révoltés et ont refusé d'avaler à nouveau cette couleuvre-là, d'où des séries de manifestations dont la dernière avait abouti à la plage face à la présidente de la République et sur la soixantaine des journalistes et techniciens que nous étions face à cette présidence de la République du côté de la plage. Vous avez vu ce qui s'est passé. On a été agressés et depuis la terre et depuis les mers, nous avons donc été agressés, évidemment. Il y a eu des blessés parmi nous. Alors, fort heureusement, la Cour constitutionnelle a invalidé certains articles de cette loi organique, rendant ainsi caduque la loi organique. Donc, les menaces continuent. Bon, à défaut de nous envoyer en prison, puisque le délit de presse ne donne plus lieu à des arrestations. Donc, on a peut-être trouvé d'autres moyens pour intimider, donc pour faire peur aux journalistes que nous sommes. Et d'où ces agressions, ces menaces. Sur les journalistes togolais. Merci, le doyen Young Love Ekbebo Amavi. Je le disais tantôt, il est secrétaire du syndicat des agents de l'information, technicien et journaliste des organes publics Saint-Job. Il a été le présentateur que beaucoup de Togolais connaissent quand même à la télévision togolaise. Il présentait un journal sportif. Alors, Ildefonse Akpaki, et depuis la nuit des temps au Togo, on assiste à 2 tendances de journalistes. Un qui est intègre et souvent la cible du pouvoir, et l'autre proche du pouvoir, et fait également l'éloge de ce régime, raconte-t-on souvent au Togo. Alors finalement, on se pose la question s'il y a des journalistes qui font objectivement leur travail au Togo ou pas. Ildefonse Akpaki. Oui, mais vous venez de faire la caricature du journalisme togolais, et ce que je peux ajouter, c'est que en âme et conscience, il y a des journalistes qui font leur travail, et contrairement à certains que nous appelons des ventrocrates,
qui ont pris fait et cause pour un pouvoir vomi par le peuple togolais. Alors, dans ces genres de conditions, nous laissons chacun sur sa conscience. Sinon, nous ne pouvons rien faire, comme je viens de le souligner là un peu plus haut, que de travailler la main sur la conscience et aux côtés de ce peuple-là qui est à la recherche de sa liberté. Et donc, dans ce genre de conditions, nous ne pouvons que faire des sacrifices, quand bien même les menaces, les intimidations et autres pèsent sur notre personne. Voilà un peu ce que je peux te dire. Je peux vous dire, excusez-moi, Justement. sur la question. Justement, Jean-Claude Gbagbo, le pouvoir accuse souvent certains journaux d'avoir publié des fausses informations. Est-ce que vous reconnaissez quand même cela? Est-ce qu'il y a des manquements au niveau même de la déontologie du journalisme? Alors, que fait votre syndicat, par exemple, des agents de l'information, techniciens et journalistes des organes publics, Saint-Diop, pour pallier ce manquement? Et Jean-Claude Gbagbo, à ma vie. Et avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même faire une petite rectification. Vous parliez de deux mouvances, de deux tendances de journalisme au Togo, à savoir ceux qui sont de l'opposition, ceux qui sont... non, moi je parlerai plutôt de trois tendances. Je parlerai de trois tendances parce qu'il y a d'abord les médias publics. Les médias publics qui sont l'exclusivité des institutions, des pouvoirs publics, à savoir le chef de l'État, le président de la République, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, et suivent ensuite maintenant les autres institutions. Et c'est rare que vous voyez ces organes d'information publique parler d'autre chose que des activités de ces institutions-là. Bon, là, c'est vraiment la même mise du pouvoir, des pouvoirs publics, donc, sur ces organes publics. Ensuite, nous avons la presse dite de la mouvance présidentielle, qui non seulement s'intéresse à ce que fait le président de la République et les autres institutions, mais aussi épouse donc les idéaux, les principes du parti au pouvoir. Et ensuite, maintenant, vous avez ce que nous appelons la presse de l'opposition. Bon, moi, je ne sais pas en quoi cette presse est de l'opposition, dans la mesure où, quand nous analysons les faits, nous nous rendons compte que plus que d'autres médias, les médias dits entre griffes de l'opposition, ouvrent quand même leur antenne, ouvrent quand même leur rubrique à d'autres courants de pensée, à d'autres opinions, à d'autres expressions. Donc, moi, quand on me parle de presse dite de l'opposition, je dis que c'est juste, comment on appelle ça, un abus de langage. Ceci dit, parlant maintenant c'est vrai que vous savez, même en Europe, même un peu partout, il arrive qu'il y ait ce que certains traiteraient de dérives au niveau des médias, des dérives au niveau des médias. Et à ce niveau, je ne dirais pas seulement que le Saint-Jap seul, mais la plupart des organisations de médias dignes de ce nom, qui veulent vraiment à ce que la presse togolaise soit véritablement crédible, font tout et tout pour pouvoir donc aider les jeunes journalistes qui viennent dans le métier à acquérir un certain nombre de connaissances, surtout liées aux valeurs de l'éthique et de la déontologie. Donc il ne se passe pas des semaines, il ne se passe pas des mois où il y a des séminaires ici, des rencontres ici, des journées de réflexion là, pour donc faire donc diffuser ces données-là. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir faire crédiblement pour pouvoir faire véritablement ce travail, il faudrait aussi des moyens. Alors, quels sont les moyens qui sont mis à la disposition des organisations professionnelles de la communication pour qu'ils puissent assurer davantage cette prise en main des confrères et des consorts pour qu'il n'y ait pas de dérive? Il n'y a rien. Alors, on va revenir sur cette question. Et Jean-Claude Gbagbo, ne vous inquiétez pas, on va revenir sur cette question. Je lance tout de suite notre confrère Ildefonse Akpaki. On vient, au moment où nous enregistrons cette émission, on a appris l'arrestation de notre confrère Lawson Bonero. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui lui est reproché, Ildefonse Akpaki? Pas encore, puisque je dois vous rappeler que M. Bonero était à Paris. Entre-temps,
ou bien en Belgique, pour prendre part aux festivités marquant le 53e anniversaire de l'indépendance du Togo organisée par la diaspora. Alors, il lui a été déposé à son domicile une convocation dont le motif n'a pas été que j'ai eu le temps de voir une copie de cette convocation. Alors, ce matin, contre toute attente, j'ai été informé de son arrestation et ensemble avec quelques confrères, nous nous sommes rendus sur les lieux pour nous enquérir des infos. Alors, pour le moment, on nous a fait savoir qu'il y avait six gendarmes qui étaient en civil, qui étaient rentrés par le garage et qui ont essayé d'échanger avec le grand frère de M. Bonero. Et ce dernier se trouvait dans sa chambre. Et il a été informé. Et voilà, informé, il a dû se plier à ce que les 6 hommes ont dit. Et on l'a emmené. Et selon nos dernières informations, il doit se trouver à la gendarmerie, puisque quand on était allé aux infos, on nous a dit que ce sont les gendarmes qui sont venus lui présenter une nouvelle convocation et qui l'ont amené. Alors, nous sommes en train de recouper les informations pour savoir ce qui lui est reproché. Pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à l'arrestation de notre confrère Bonero Betelo. Merci Ildefonso Akpaki, directeur du journal La Gazette du Golfe, également correspondant de MO5 Togo à Lomé au Togo. Également, on parle du problème de la précarité dans ce métier de journalisme au Togo. Alors, qu'est-ce qui explique selon vous cette précarité au sein même du journalisme au Togo, Ildefonso Akpaki? Mais vous savez que nous disons que il faut que les pouvoirs publics, au prime abord, les responsables des organisations de défense des journalistes essaient de faire pression pour que la convention collective soit appliquée, pour permettre aux journalistes togolais d'exercer dans les conditions qu'il faut leur profession. Et donc, c'est le manque de la mise en application de la convention collective qui fait que, d'abord, les conditions que le journaliste togolais travaille, on ne peut pas je ne trouve pas de mots pour les qualifier. Et de deux, vous vous rendez compte que c'est ça qui crée d'autres problèmes dans la coopération. Par exemple, on appelle X, on dit j'ai un dossier contre vous et si vous ne donnez pas telle somme d'argent, nous allons faire éclater le dossier. Alors, tout ça là, c'est ça qui gangrène en fait la corporation. Donc cette précarité conduit donc à la manipulation de ce métier, hein? Voilà, justement, il y a ça. Oui. Justement, nous allons également poser la même question au doyen Yonglom Egbebo Amavi. Alors, Egbebo Amavi, même si l'opposition a pillon sur la rue actuellement, en ce moment au Togo, et comment expliquez-vous que certaines presses de cette tendance, proche de l'opposition, ont quand même aussi des difficultés financières à assurer leur parution et sont même parfois menacées de précarité, voire même de disparition, Yonglom Egbebo Amavi? Oui, ce que vous dites, c'est une réalité. Il y a précarité dans le monde médiatique togolais, mais je crois que cela est fait à escient, puisque aujourd'hui, si vous vous rendez compte, il y a des ébullitions un peu partout. Il y a les travailleurs, plus précisément les agents de l'État, de la fonction publique, qui sont maintenant en ébullition, exigeant des droits. Il y a les étudiants aujourd'hui aussi qui réclament encore et à cri le paiement de leurs bourses et de leurs aides. Et aujourd'hui, je crois que il nous appartient, c'est-à-dire il ne nous appartient pas de nous apitoyer sur notre sort, de pleurer sur notre sort. Il nous appartient plutôt d'être lucide et de prendre notre propre destin en main. Nous devons, nous aussi, nous regrouper, nous mobiliser et sensibiliser tous les professionnels de la communication afin de réclamer des droits. Des droits, nous en avons. Des droits, nous en avons. C'est-à-dire que le gouvernement, le pouvoir public, l'État
a le droit de prendre en charge la presse togolaise, parce que la presse togolaise aussi, par comment on appelle ça, par ce qu'elle apporte, par sa contribution, apporte aussi son ingrédient au développement de la nation. C'est la conscience d'un État qui se veut démocratique et qui se veut développer. Et je crois qu'il ne sert à rien de pleurer sur nos autres, il ne sert à rien de nous dénoncer les uns et les autres. Je crois que c'est fait à bon escient si nous sommes aussi aujourd'hui arrivés à courir parce que nous allons à un tel séminaire ou à une telle conférence de presse avec l'espoir de gagner 1 000 francs par-ci, 2 000 francs par-là. Tout ceci, c'est fait à bon escient. Je crois que ce n'est pas, je dis que si nous ne prenons pas tout de suite en main, si nous ne défendons pas vaillamment et courageusement nos droits, quel que soit le gouvernement en place, quel que soit le pouvoir qui viendra, on aura les mêmes difficultés, on aura les mêmes problèmes. Et je crois qu'il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de penser que c'est aujourd'hui que ça va se passer, que demain, quand il y aura alternance, quand les choses vont changer, ça va être pour les journalistes que nous sommes. Non, justement. Ça nous donc d'être conscients de notre situation et de faire en sorte de reprendre les choses pour pouvoir, n'est-ce pas, demain, être aussi des citoyens parmi les citoyens de ce monde. Merci également, Young Lob Egbeboa. Ma vie, une dernière question. Le 3 mai dernier, et tous les journalistes ou bien tous les hommes de médias dans le monde entier célébraient la journée mondiale de la liberté de presse. Et on le disait au Togo, depuis l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir en 2005, on a quand même noté un minimum de liberté d'expression, bien contrairement au père, au temps de Yadema Gnassingbé. Alors, Ildefonse Akpaki, directeur journal de la Gazette du Golfe, également correspondant du site d'information MO5 Togo à Lomé. Et quel sera votre dernier mot par rapport à cette liberté d'expression qui au Togo n'a pas droit de citer, hein, on le dit souvent. Oui, mais les mots dont souffre la presse au Togo, nous les avons cités. Il faudrait que les dirigeants togolais comprennent que le journaliste n'est pas celui-là que l'on peut soudoyer parce que on le trouve dans un état de précarité. Ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième chose, ce qui est très important, c'est que le pouvoir cesse d'intimider ces journalistes que l'on taxe de critiques ou bien d'opposants. Parce que c'est la seule chose qui aujourd'hui met en péril la vie du journaliste. Et c'est grave. Il faudrait que tout cela prenne fin pour que, comme l'a dit le confrère et le doyen Amazi, que les Togolais se comprennent. Actuellement, quand vous vous rendez au Togo, vous allez voir que tous les signaux sont au rouge. Il y a grogne un peu partout. Et quand vous vous mettez dans la peau du journalisme ou bien du journaliste pour dénoncer tout cela, on vous dira que vous êtes des opposants, alors que c'est des réalités que les populations togolaises vivent. Donc, il faudrait que ce genre d'intimidation, de menaces, d'attaques cessent pour que le Togolais, comme le Béninois, l'Ivoirien, le Burkinabé, soit à l'aise et vive sa vie tranquillement. Vous vous rappelez, le doyen a fait mention aussi de quelque chose, l'aide de l'État à la presse, hein, qui est, à mon sens, des miettes. Quand vous prenez l'aide de l'État à la presse au Bénin, c'est plus de 300 millions contre 75 millions au Togo. Mais vous voyez que dans ces conditions, il y aura toujours problème. Et donc, ce qui est nécessaire de décrire aujourd'hui, ce sont les menaces et les attaques dont font l'objet certains journalistes contacts de critiques ou bien d'opposants. Merci beaucoup, Ildefonse Akpaki, directeur de journal La Gazette du Golfe. Egbeboa Yonglaba Mavi, un dernier mot par rapport aux intimidations et menaces de mort que subissent les journalistes au Togo. Voilà, je voudrais tout simplement dire que aucun droit ne se donne, aucune liberté n'est offerte sur un plateau d'argent. Les droits, les libertés, ça s'arrache. Il faut donc lutter pour les arracher. Et je crois que de plus
plus en plus les Togolais, dans leur ensemble, sont en train de prendre conscience de cela, y compris nous, les journalistes. La preuve, c'est que pour cette journée mondiale de la liberté de la presse, vous n'êtes pas sans savoir que la synchronie des professionnels de la communication a sorti un mémorandum justement pour dénoncer les agressions et les menaces dont sont victimes les journalistes et les techniciens de la communication. Nous, au niveau du Saint-Job, nous avons sorti un communiqué pour remercier l'ensemble de tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué par leurs dons et par leurs prières à ce que le secrétaire général du Saint-Job que je suis, que je puisse être soigné, être opéré, et qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité au moins de m'exprimer, quand bien même ma mâchoire inférieure me pose des problèmes. L'essentiel, c'est que je suis conscient qu'il faut que je m'exprime. Il faut que je dise quelque chose. Et je crois que cette lutte-là, nous allons toujours revenir là-dessus. Il faut lutter, il faut lutter, il faut lutter. Pacifiquement. Il faut demander, il faut aller vers nos pouvoirs publics pour leur dire que ce n'est pas comme ça qu'ils peuvent traiter les journalistes et qu'ils peuvent avoir gain de cause. On doit toujours s'asseoir. Si dérive il y a, qu'on s'asseye et qu'on cherche les origines de cette dérive-là, d'où ça vient et quels sont les remèdes. Et je crois qu'ensemble, on pourra trouver des solutions idoines pour, n'est-ce pas, rehausser la presse togolaise. Merci beaucoup, Younglob Egbebo Amavi, secrétaire du syndicat des agents de l'information, techniciens et journalistes des organes publics, Saint-Job, également notre confrère Idelphonse Akpaki, directeur du journal La Gazette du Golfe, également correspondant du site d'information MO5 Togo à Lomé. Merci et bonsoir chez vous. togocity.com, ici lomé.com, cvu-togo-diaspora.org, mo5-togo.com, togo-online.co.uk sont nos sites d'information partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Le bureau exécutif et quelques membres du Conseil mondial de la diaspora togolaise s'est réuni samedi 4 mai dernier à Paris. La synthèse des travaux a porté sur les thèmes dont Togo 1991-2013, soit 22 ans de processus démocratique sans démocratie, qui a peur de l'alternance politique au Togo. Le recensement des Togolais à l'étranger, un danger ou un levier de développement pour la République. Regard croisé avec d'autres diasporas du Bénin, du Burkina Faso et du Sénégal. Pour en savoir plus, nous avons tout de suite en ligne depuis Paris Raymond Ivy, un des responsables du Conseil mondial de la diaspora togolaise. Bonsoir Raymond Ivy. Oui, bonsoir Sylvain Amos. Merci de nous recevoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Et d'entrée, je vous pose cette question. Le Conseil mondial de la diaspora togolaise, le CMDD, a fait un état des lieux du processus de démocratisation au Togo. 22 ans sans démocratie. Est-ce qu'un verdict ou un simple bilan, Raymond Ivy? Oui, Sylvain Amos, je vous remercie. Le Conseil mondial de la diaspora togolaise, CMDT, m'a chargé de faire une petite synthèse de travaux de la rencontre sur cette thématique qui a eu lieu à Paris samedi dernier. Il me revient de vous dire d'entrée que on ne peut pas parler de démocratisation 22 ans durant et parler de démocratie sans qu'il n'y ait pas alternance. Quand on prend le cas, par exemple, de la Ve République française, on a vu qu'en 1981, quand François Mitterrand était arrivé au pouvoir, on a parlé donc d'alternance, et parce que la Ve République a connu véritablement un changement d'un régime de droite vers un régime de gauche. C'est ce que nous avons vécu encore après 17 années de régime de droite, après que Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy soient passés à la présidence française,
avec l'arrivée de François Hollande, socialiste aujourd'hui. Donc aujourd'hui, au Togo, cela fait plus de 22 ans que nous parlons d'un processus de démocratisation. Et je pense qu'on est resté toujours dans le processus, sans toucher, sans arriver au but, c'est-à-dire la démocratisation, puisqu'il n'y a pas eu alternance. Justement, il n'y a pas d'alternance au Togo. Est-ce que vous pensez qu'il y aura d'alternance politique au Togo, pacifique? On parle vraiment de l'alternance politique lorsque tous les ingrédients qui puissent le permettre sont réunis, c'est-à-dire dans la réalité du pouvoir, on arrive à faire un changement de projet de société sans violence à travers des échéances électorales qui sont bien claires, à travers la vérité des urnes et à travers les voix exprimées clairement par le peuple qui veut un changement de projet de société. Justement. Pour l'instant, on n'a pas ce résultat au Togo. Justement. Raymond Ivy, la thématique du Conseil mondial de la diaspora togolaise pose également la question: qui a peur de l'alternance politique au Togo? Alors, quelle identification faites-vous du mal togolais, Raymond Ivy? Il est ressorti clairement que s'il faut parler de peur ou de menace dans l'alternance politique, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et leur soutien extérieur, d'après les intervenants qui sont intervenus pour permettre les échanges, notamment le coordinateur général du Conseil mondial de la diaspora, Dr Martin Amouzou, notamment Kofi Alouda, président de l'organisation du mouvement du 4 mars pour la libération du Togo, et puis d'autres voix de diaspora africaine comme Siri Mardiouma, président de Burkinabé du Grand Ouest de Bretagne, Fatou Maïn, citoyenne de la diaspora sénégalaise. Et il est ressorti sur cette question que dans les régimes dictatoriaux, pour les nommer, et leur soutien extérieur, la question des intérêts fait que ces régimes-là continuent à lutter pour préserver leurs intérêts et non pas on va dire d'ambition que de conserver le pouvoir. Oui, en clair, Raymond Ivy, vous pensez que le pouvoir actuel au Togo a peur de l'alternance politique au Togo? Mais c'est-à-dire qu'il est ressorti clairement que tout est fait. Hein, aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de la conservation, en tout cas, de ce pouvoir-là. Puisque, vous savez, si on regarde un peu l'histoire, on a vu tout ce qui s'est passé depuis les 22 ans de démocratisation dans les luttes contre, on va dire, cette alternance-là, depuis la conférence nationale souveraine et jusqu'à aujourd'hui, on en est toujours à parler de la vérité des urnes. On en est toujours à parler de processus électoraux dangereux, puisque les lendemains post-électoraux au Togo sont toujours sujets
à des querelles entre fils du même pays. Également émaillé de violence. Hein? Émaillé de violence. Justement, oui. Et même de crimes crapuleux. Donc, on voit bien que cette question pose réellement la question de quel projet de société devons nous faire pour que on puisse sortir de ce mal togolais qui nous ronge depuis les indépendances. Oui, Raymond Ivy, venons-en à l'autre question de votre thématique, de la thématique du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. Le recensement des Togolais à l'étranger, un danger ou un levier de développement pour la République. Alors, quelles restrictions faites-vous, Raymond Ivy? Au sujet du recensement des Togolais de l'étranger, c'est devenu une demande forte depuis des années que le Conseil mondial de la diaspora togolaise porte envers les autorités togolaises. Mais on a l'impression que la diaspora, elle est entièrement discriminée puisque elle n'est pas comptée. Malgré tous les recensements qui ont cours au Togo, elle n'est pas comptée. Et si elle n'est pas comptée, est-ce qu'elle compte? Est-ce qu'elle compte pour le Togo? Et si elle n'est pas comptée, est-ce qu'elle existe? C'est une question quand même, je pense, de droit et de droit international, puisque s'il y a des Togolais quelque part, faudrait bien-il savoir combien sont-ils? Et ils doivent compter quand même dans la gestion, dans l'avenir donc de leur pays. Et il me semble qu'aujourd'hui, cette question portée par le CMDT, parce que les associations qui font partie du CMDT un peu partout dans le monde, exigent du CMDT de porter cette question, il me semble que si nous voulons parler vraiment de développement, de démocratie, la frange des Togolais qui vit à l'extérieur, des Togolais de l'étranger, elle a beaucoup à apporter au devenir donc du Togo. Donc la diaspora est un levier de développement pour la République togolaise. En tant que levier de compétences, en tant que richesse de savoir-faire, de savoir-être, on ne peut pas se soustraire de toute cette manne quand il s'agit de développement, d'avancée, d'évolution pour un pays, et le Togo n'en ferait pas exception à cette règle. Justement. Rapidement, Raymond Ivy, malheureusement, le temps nous fait défaut. Une dernière question rapidement. Là, vous avez conclu que la diaspora est un levier de développement pour la République togolaise. Et malheureusement, cette diaspora n'est pas toujours comptée par le gouvernement togolais. Alors, au cours de cette réunion, la réunion de samedi dernier, vous avez également eu à rencontrer d'autres diasporas africaines dont la plupart ont le droit de vote dans leur pays respectifs. Alors, dans les regards croisés avec ces frères africains, quelle contribution avez-vous reçue, Raymond Ivy? Du côté de nos amis du Sénégal, il est fortement recommandé de nous organiser et de continuer à apporter cette revendication qui est un droit. Ce n'est pas une faveur. Et il me semble d'ailleurs que depuis des années 2006, cette revendication qui a commencé et qui est inscrite depuis dans les demandes faites au gouvernement, depuis celui de M. Ongbo jusqu'à celui de M. Zounou, au lieu de passer sous silence cette revendication, on a tous intérêt plutôt à la traiter. On l'avait prévu pour des années 2010, on en est aujourd'hui en 2013, elle n'est toujours pas faite. Les camarades des autres diasporas qui votent aujourd'hui nous disent qu'il faut s'organiser et
en faisant l'unité sur cette question au niveau de la diaspora et au niveau des organisations qui vivent sur le territoire national, on arriverait à pouvoir solutionner cette question. Justement, merci. Qui est vitale, pour le Togo et pour l'avenir du Togo. Merci. Et c'est ce que les gens du Sénégal ont réussi à faire avec le mouvement Yanamar et les autres qui ont lutté efficacement et qui ont permis à ce que la voix du peuple puisse s'exprimer. Sur cette question, de l'intérieur du Togo comme de l'extérieur, si on arrive à faire une unité sur cette question, je suis certain que la diaspora pourra exister parce qu'elle serait désormais comptée et va compter pour l'avenir de notre Togo que nous aimons tous. Merci beaucoup, Raymond Ivy, un des responsables du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. Merci de nous avoir éclairci sur la réunion du samedi 4 mai dernier qui a porté sur beaucoup de thèmes, dont qui a peur de la tendance politique au Togo et qui est également le recensement des Togolais à l'étranger, un danger ou un levier de développement pour la République togolaise. Merci de nous avoir accompagnés depuis Paris. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Fenêtre sur l'Afrique, avec Sylvain Amos et son équipe, Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagno. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K. Eh bien, merci d'avoir suivi cette édition qui prend fin. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous. Rediffusion demain dimanche, 18h GMT à Lomé sur notre radio partenaire Légende FM, et également sur la VRA, la voix de la résistance africaine basée en Allemagne. Merci, excellente soirée à toutes et à tous.